n'y a pas une semaine sans qu'on raconte justement une partie de la jeunesse à la dérive, des ados très jeunes. Et à chaque fois, la question c'est où sont les parents Qu'est-ce que vous avez à dire là aujourd'hui justement sur toute cette partie de la jeunesse qui s'est affranchie des codes et vous, ce que vous avez vécu? C'est une excellente question que vous me posez là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est extrêmement très dure avec ce qu'on voit actuellement. On a eu la chance de voir nos parents souffrir et que pour nous, ça a été une belle leçon et qui ont été des exemples. Parce que la seule chose qu'ils disaient lorsqu'ils ont émigré en France, c'est de dire surtout ne nous faites pas honte, soyez des gens respectables, travaillez bien, ne vous faites pas remarquer. Donc tout ça, en plus de leur travail, quand on les voyait rentrer très tard le soir, parce que mon père était ouvrier et que ma maman était femme au foyer avec 6 garçons. Donc je vous assure que pour nous, ce socle familial, on l'emportait n'importe où. Donc si aujourd'hui je suis face à vous, c'est parce que aussi j'ai eu des garçons déconnaient un peu. Comment ça se passait à la maison? On a fait quelques bêtises, je vous le cache pas, mais comme mon père travaillait dans le bâtiment, il avait une main un peu comme une enclume. Donc si vous voulez, quand on prenait un coup, on dormait un peu comme la Belle au bois dormant, quoi. C'était 48 heures, mais pour le coup, non, on redoutait nos parents et on voulait pas leur apporter justement. Oui, on a un profond respect. Moi, je parle d'idolâtrer, on idolâtre nos parents. Donc pour nous, nos parents, c'est tout. Vous voyez, c'est pour ça qu'on les laisse jamais dans une boutique à vieux. Aujourd'hui, vous êtes parents? Oui, de 3 enfants. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants par rapport à ce que vous avez? Les mêmes valeurs que mon père nous a inculquées avec notre mère, mais on est un peu plus souple. Ma génération, à moi, on vient d'une génération où on n'avait pas honte de mettre les mêmes affaires ou de se prêter les affaires avec nos frères. On n'avait pas honte aussi de ne pas avoir le dernier téléphone ou autre. On n'était pas habitué au bien-être. Ma mère disait souvent que c'est dans le peu qu'on trouve énormément de richesse. Et si aujourd'hui je suis face à vous, c'est parce que j'ai eu cette éducation-là et que j'ai fait les bons choix ainsi que mes frères. C'est quoi tes parents? Mon père était un OHQ, était un ouvrier hautement qualifié, ébéniste, et ma maman, elle travaillait dans un pressing, mais ensuite elle s'est dévouée pour sa famille. Mais justement, à propos de la famille, vous dites aujourd'hui que vous voulez la préserver de la pression de la ville, de ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut voir. C'est pour ça que vous avez filé à la campagne. Et vous dites, aujourd'hui, je suis content que mon père ne vive pas ça, que ma mère ne soit pas connectée à Internet, qu'elle reste préservée de toute cette haine régulièrement dirigée contre les musulmans de France. C'est aussi pour ces raisons que j'ai fait le choix de quitter Paris et d'élever mes enfants en province, loin de la violence et la peur dans tout mon petit village. Ouais, c'est la réflexion du livre et en tout cas, ce que moi en tout cas je ressens depuis ma génération, c'est que je ne reconnais plus le Paris dans lequel j'ai grandi. Ma femme vient d'un petit village qui s'appelle les Saintes-Maries de la Mer, que je salue, dans lequel je vis actuellement. J'ai voulu que mes enfants grandissent là où il y a des animaux, la nature, et aussi leur apprendre les rudiments de la vie, et pas forcément revenir dans les écoles aujourd'hui publiques où c'est une vraie catastrophe, parce que les profs sont un peu dépassés, un peu comme les infirmières et tout le milieu hospitalier actuellement à l'hôpital public, qui est une vraie catastrophe pour eux, qui ne sont pas dans les bonnes conditions. J'ai vu, parce que moi c'est grâce à elle que je suis en face de vous aujourd'hui. La lumière, c'est surtout à elle qu'il faut la donner, pas à moi. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, que mes enfants grandissent là où j'ai grandi, je vous dis non. Mais dans le 20e, c'était... Pourquoi dans les écoles? Mais parce que dans le 20e aujourd'hui, c'est un... J'ai grandi à La Courneuve quand j'étais petit, et ensuite j'étais dans le 20e. Mais c'est parce que moi, je ne suis pas d'une génération Internet. Aujourd'hui, actuellement, ce qui se passe, c'est quand même catastrophique. Il y a un manque de recul, il y a un manque d'éducation, en tout cas de la part des éducateurs, mais aussi que les parents sont dépassés. Il y a des parents qui sont très dépassés. Je vous explique pourquoi. J'explique dans mon livre qu'il y a 2 éducations. Il y a l'éducation de la maison, les enfants sont très corrects à la maison, mais il y a aussi une éducation de la rue. Et la rue, les enfants ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que nous, quand on sortait, on nous disait faites attention. J'ai grandi dans un milieu sportif où j'ai des amis qui ont choisi un chemin qui leur appartient, ou d'autres ont pris un autre chemin, comme le mien, qui a été le chemin de la droiture. Aujourd'hui, vous rajoutez Internet, où vous voyez des gamins de 13 ans, lorsqu'ils frappent quelqu'un, qui sont là, en train de filmer. Je vous assure, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas forcément les parents. Il faut pas tout remettre sur les parents. Je ne pense pas que les parents soient responsables. Je pense que les enfants sont responsables. Moundir, c'est quoi le rapport avec la haine aux musulmans?
Alors, Vous avez fui la haine. Non, j'ai pas. Alors ça, c'est. Je dis pas qu'il y a de la haine aux musulmans. Mais au contraire, je suis français de confession musulmane et ma religion, c'est dans le cadre de l'intime. Ah oui. J'en parle jamais, d'accord. Je parle. Elle est en France. Hein, c'est écrit dans le bouquin. Hein, que vos parents restent préservés contre toute cette haine régulièrement dirigée contre les musulmans. Oui, parce que bizarrement, lorsqu'on, c'est un peu normal. On dit souvent que lorsqu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, et qu'aujourd'hui, on est extrêmement stigmatisé. Alors, je ne vais pas reparler de l'identité nationale à une époque où ils ont voulu prouver de savoir si Charlemagne était notre oncle ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé à chaque fois de se dire je suis français. Oui, mais ton prénom, il n'est pas totalement français. Oui, qu'il faut qu'on travaille 100 fois plus dur que les autres. Qu'il faut dire qu'effectivement, nous sommes issus d'une émigration, mais que nous sommes français à part entière. Et ne nous jugez pas. Pas de la haine, ça. Alors, il faut le vivre parfois quand tu fais tes démarches. Non, bien sûr. C'est possible, hein, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y en a. Il n'y a pas plus tard qu'en Belgique, il y a une femme qui s'est fait poignarder devant ses enfants. Pourquoi ? Ok. Aujourd'hui, il y a une actualité où la stigmatisation, elle est là. Et malheureusement, à une époque, mon père l'a vécu au temps de l'Algérie française. Et lorsqu'ils ont émigré en France, c'est pas pour autant qu'ils ont haï la France ou ils l'ont trahi. Bien au contraire. Oui, la plupart de cette génération de nos parents, lorsqu'ils ont émigré pour qu'on n'ait pas à subir ce qu'eux ont subi à l'époque, pardonnez-moi, ils ont dit qu'une fois qu'ils seront à la retraite, ils retourneraient au pays et finalement ils sont tombés amoureux de la France. Donc Marine Le Pen qui monte dans les sondages, Éric Zemmour éventuellement candidat, c'est la France de la haine, ça ? De la haine du musulman ou de l'arabe ou de l'africain ? À votre avis ? Mais il y en a un qui a été condamné pour haine raciale, non ? Moi, vous me parlez d'une extrême droite. Quand on connaît l'histoire du Front National, il n'y a plus rien à rajouter. Je pars que du principe que nous, c'est à nous de montrer l'exemple. À nous de bien travailler, qu'on soit des gens bien, et que justement, cette nouvelle jeunesse puisse se reprendre et de faire de jolies choses pour détrôner tout ça. Ouais, vous voyez bien quand même que vous avez un petit problème à être entendu par une petite minorité tyrannique, mais qui attire la lumière sur elle. Et c'est pas uniquement parce que les médias mettent la lumière sur elle, c'est parce que on entend aussi un certain discours venant de certaines associations, de certaines familles, de certains clans qui tiennent des propos extrêmement radicaux. Et vous dites une chose intéressante dans votre livre. Parce que il y a quand même des pages, des odes d'amour à la France. Ouais. Et vous dites notamment, concernant votre épouse qui s'est convertie, vous dites qu'elle aurait souhaité, au début de sa conversion, si j'ai cru comprendre, porter le voile, et que vous trouvez que c'est pas une bonne idée. Non. Vous l'auriez dissuadé de le faire ? Non, c'est absolument pas ça. On a été éduqués, nous, dans l'amour de la religion. Donc, lorsque j'ai connu ma femme, forcément, donc qui était catholique, on a beaucoup discuté. Et sa conversion, elle ne doit qu'à elle-même et à son illumination personnelle. Rien d'autre. Personne ne lui a imposé quoi que ce soit, bien au contraire. Ouais. Non, mais je parlais du voile. Quand elle a eu l'idée de se dire, tiens, pourquoi je ne porterais pas le voile ? Vous dites dans le livre que j'ai halluciné, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. La France n'est pas un pays bienveillant à l'égard d'un tel choix. Encore moins dans de petits villages du Sud. Hein. C'est ce que vous écrivez. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une religion... Mais elle n'a pas décidé encore. Non, pas du tout. Mais elle fera ce qu'elle veut, en tout cas. Et en tout cas, moi, je serai là pour l'épauler sur n'importe quel choix. Si elle veut porter une jupe ou si elle veut porter le voile, elle le portera sans aucun souci. Je pars surtout du principe, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de stigmatisation. Et c'est que contrairement aux autres pays, il y a des personnes aujourd'hui, même lorsqu'elles portent le voile, elles peuvent travailler. Moi, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier. Je suis allé au Canada, j'ai vu des femmes flics porter le voile. Je suis allé aux États-Unis, dans l'administration, j'ai vu des personnes porter le voile. Voilà, c'est juste une question d'ouverture d'esprit, tout simplement. C'est une question d'histoire et de culture. La France est le berceau d'un principe qui est un principe juridique et qui est aussi un principe culturel qui s'appelle la laïcité. Ouais. Et on considère que les agents de l'État doivent être neutres, comme l'est l'État. Ça n'est pas une question de discrimination, c'est une question de neutralité pour justement ne pas pratiquer de discrimination. Mais justement, vous me parlez de neutralité, mais vous savez qu'en Algérie, le droit de vote a été avancé pour les femmes bien avant en France. Ouais. Donc, sachant que l'Algérie française était déjà française, la législation est la même chose. Donc, vraiment... Oui, c'est aussi en Algérie que s'est fait élire Drummond, qui était le pire antisémite, le pire député antisémite qu'on ait pu connaître. Il s'est fait élire en Algérie, dans l'Algérie française. Ah, il y en a plein. Je peux même vous dire aussi que le préfet de police à l'époque qui ordonnait les tortures, c'était qui ? Un ancien président d'ici. Il était pas préfet, il était ministre de l'Intérieur. Vous parlez de Mitterrand ? Ah oui. Oui, il était ministre de l'Intérieur. Oui, mais il a fini président. Il a fini, voilà.